Il est dit que certaines bagues sont plus que de simples bijoux. Elles peuvent être des clés vers des mondes invisibles, des prisons pour des âmes tourmentées, ou pire encore, des instruments de malédiction. Aïssata, jeune trentenaire originaire de Bamako, n'avait jamais cru à ces histoires de sorcellerie qu'on racontait au coin du feu ou dans les taxis, quand les chauffeurs, las du silence, ouvraient la bouche pour parler des morts qu'ils voyèrent la nuit. Elle était informaticienne, vive d'esprit, rationnelle. Ce n'était pas son genre de trembler pour des récits de marabouts ou de femmes revenantes. Pourtant, tout changea le jour où elle reçut la bague. Elle venait de perdre sa grand-tante, Aminata, une vieille femme que tout le quartier appelait la Blancheuse, à cause de ses longs cheveux devenus entièrement blancs dès la quarantaine. On disait qu'elle avait été mariée à un homme qui avait disparu en brousse sans jamais revenir, qu'elle avait vécu seule depuis, murée dans sa grande maison aux murs décrépits, à l'écart des autres. Aïssata ne l'avait vue que quelques fois dans son enfance, une femme froide, mystérieuse, mais qui l'observait toujours longuement, sans jamais rien dire. Lors de la lecture du testament, un vieux notaire qui semblait à moitié sourd annonça que la bague en or ancien, avec une pierre noire sertie en son centre, revenait à Aïssata. « Elle tenait à ce que vous l'ayez, dit-il. » Aïssata, confuse, prit le bijou sans grande émotion. La pierre luisait légèrement à la lumière, presque vivante, comme un œil qu'on venait de réveiller. Ce soir-là, elle l'enfila à l'annulaire droit, sans trop réfléchir, en se disant qu'elle la revendrait plus tard. Elle était belle, certes, mais trop voyante pour son style discret. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'en la portant, elle avait signé un pacte. La première nuit, elle rêva qu'elle se tenait debout au milieu d'un champ sec. Ses pieds étaient nus, enfoncés dans une terre rouge et chaude. Devant elle, sa sœur Mariam, les bras grands ouverts, souriait. Puis soudain, son sourire fondit en une grimace d'horreur, alors qu'une force invisible brisait ses os un à un, dans des craquements sinistres. Aïssata hurla, voulut courir, mais ne pouvait bouger. Elle voyait tout, sentait même l'odeur du sang dans l'air. Et quand elle se réveilla, haletante, son téléphone vibrait. Un appel de son cousin. « Aïssata, Mariam est morte. Elle a eu un malaise dans la nuit. Son cou, il était tordu. » Le monde d'Aïssata s'écroula d'un coup. Elle se rendit immédiatement chez ses parents. L'atmosphère était lourde, pleine de sanglots. Mais ce qui l'inquiéta le plus, c'était cette odeur métallique, familière. Et surtout, cette sensation qu'on l'observait, qu'un regard froid et silencieux était posé sur elle, là, dans l'ombre du couloir. Elle voulut enlever la bague. Impossible. Elle semblait s'être soudée à sa chair. Elle tira, grimaça, tira encore. La douleur monta, mais la bague resta. Les nuits suivantes furent pires. Chaque fois, elle rêvait d'un proche, d'une personne qu'elle aimait, et dans le rêve, elle était toujours celle qui causait leur mort. Une fois, elle étouffait sa meilleure amie au fond d'un puits. Une autre fois, elle égorgeait son ex dans une salle de bain aux carreaux noirs. Et chaque matin, les journaux, les appels, les larmes confirmaient que la mort s'était bien produite. Exactement comme dans ses cauchemars. Aïssata commença à sombrer. Elle ne dormait plus, maigrissait à vue d'œil, parlait seule. Elle s'enfermait à double tour chez elle, effrayée par sa propre ombre. Une seule chose restait constante. La bague, toujours là, intacte, brillante, comme si elle se nourrissait de chaque vie fauchée. Elle consulta des marabouts, des prêtres, des psychologues. Certains disaient que c'était une possession, d'autres, une malédiction de sang. Un seul osa dire la vérité en chuchotant « Ce bijou ne vous appartient pas. Vous l'avez volé à une morte. Rendez-le à sa tombe, ou vous ne verrez pas l'année prochaine. » Mais où était enterrée Aminata? Personne ne semblait savoir. La mairie disait que le registre avait brûlé. Le cimetière principal n'avait pas de traces.
Et sa maison, depuis sa mort, était gardée jour et nuit par des chats noirs, des dizaines, qui ne miaulaient jamais. Juste là, à la regarder passer, les yeux ouverts comme des lampes dans la nuit. Aïssata finit par retourner dans la maison d'Aminata. L'intérieur avait à peine été vidé. Des fioles, des herbes sèches, des photos anciennes brûlées sur les bords. Et au fond d'un tiroir, elle trouva un journal, celui de sa grand-tante. « J'ai reçu la bague de ma mère. Elle me l'a donnée avant de mourir, en me suppliant de ne jamais la porter. Mais je l'ai fait, par orgueil. Depuis, les morts me hantent. J'ai fui, j'ai brûlé les autels. Mais la bague revenait toujours. Elle choisit la plus jeune femme de la lignée. Et quand elle tue assez, elle réclame le corps. » Aïssata sentit son cœur se figer. Cette chose ne voulait pas juste faire souffrir. Elle voulait habiter. Soudain, la température de la pièce chuta. Les fenêtres claquèrent. Et dans le miroir, au fond du salon, elle se vit. Mais ce n'était pas elle. C'était Aminata. Même visage, même cheveux blancs. Elle souriait. « Tu es prête. » Elle recula brusquement du miroir, le souffle court, les jambes tremblantes. Le visage dans le reflet avait disparu, mais elle savait ce qu'elle avait vu. Ce n'était plus un rêve, ce n'était plus une folie. La bague contenait quelque chose, ou quelqu'un. Et ce quelque chose commençait à s'infiltrer en elle. Cette nuit-là, elle s'enroula dans des draps froids, le regard fixé sur la bague. Elle prit un couteau, essaya de trancher le doigt. Mais à peine la lame effleura-t-elle sa peau qu'un cri guttural sortit de sa bouche, un cri qu'elle ne reconnut pas comme le sien. Quelque chose la dominait, quelque chose refusait de partir. Au petit matin, elle alla voir un ancien griot, un vieillard presque aveugle vivant à la périphérie de Bamako, dans une hutte croulante. On disait qu'il connaissait les morts, qu'il leur parlait pendant les éclipses. Quand elle lui montra la bague, il se raidit, recula d'un pas. Ça, ce n'est pas un bijou. C'est une geôle. Une vieille âme y dort, mais elle ne veut plus dormir. La première femme qui l'a portée s'appelait Binta, une esclave exécutée pour avoir tué ses enfants dans la nuit. On dit qu'elle riait pendant les meurtres et que sa main portait cette même pierre noire. Aïssata sentit ses tripes se tordre. Elle revient à chaque génération. Elle entre, doucement. Elle te fait rêver ce que tu feras. Et quand tu n'as plus personne à aimer, elle prend ton corps. Comment je l'arrête ? Le griot soupira longuement. Il faut trouver où Binta a été enterrée. La toute première. Ce n'est qu'en remettant la bague sur ses os que tu briseras le cercle. Mais le problème, c'est que personne ne savait où se trouvait cette tombe. L'histoire était vieille de 2 siècles. On disait que Binta avait été lapidée, puis jetée dans une fosse anonyme hors de la ville. Aïssata commença à chercher dans les archives coloniales, dans les vieilles mosquées, chez les anciens du quartier Médina Koura. Chaque nuit, les rêves s'intensifiaient. Ce n'étaient plus juste des cauchemars. Elle se réveillait avec du sang sur les mains. Une fois, son voisin fut retrouvé égorgé dans la cour. Une autre fois, un chat noir, pendu à sa porte avec un mot « Tu deviens elle ». Son entourage ne la reconnaissait plus. Son regard devenait vide, sa peau plus pâle, et la bague toujours plus serrée au point de marquer sa chair. Elle finit par retrouver un vieux croquis dans les archives d'un hôpital psychiatrique colonial fermé depuis 1954. Il y avait un dessin d'un arbre, énorme, isolé, au nord de la ville, et dessous, une phrase griffonnée en bambara « Ici dort la mère du cauchemar ». Elle partit immédiatement, armée d'une pelle, d'essence et d'un revolver volé à un oncle policier. Il fallait en finir. L'endroit était désert, un baobab géant, seul au milieu de nulle part, entouré de silence. Elle creusa, pendant des heures, jusqu'à ce que la pelle frappe quelque chose de creux. Une boîte, en bois noirci couvert de symboles. Quand elle l'ouvrit,
Une odeur immonde s'en dégagea, des ossements et un crâne à moitié fendu, les restes de Binta. Tremblante, Aïssata enleva la bague avec effort. Cette fois, elle glissa sans douleur et la posa sur le crâne. Pendant une seconde, rien. Puis un hurlement sortit du sol, un cri d'une intensité inhumaine qui fit trembler la terre. Des visages hurlants apparurent dans l'air, comme des bulles d'âmes éclatantes. Et tout s'arrêta. Le silence retomba. Elle s'effondra. Quand elle se réveilla, elle était dans une chambre blanche. Un hôpital. Sa mère était là, les yeux pleins de larmes, soulagée. Tout semblait redevenu normal. Les morts avaient cessé. Plus de cauchemars, plus de voix. Et surtout, plus de bagues. Elle retourna à sa vie, lentement. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle sentait un vide, une faille intérieure, comme si une partie d'elle avait été marquée à jamais. 2 ans plus tard, alors qu'elle passait devant un marché artisanal, elle aperçut une bague sur une table, identique à celle qu'elle avait détruite. Elle se figea. Un vieillard qui tenait l'étal lui sourit. « Très belle, hein ? On dit qu'elle vient d'une vieille tombe au nord de la ville. Un bijou unique. Tu veux essayer ?» Et dans les yeux de l'homme, elle vit une lueur, une étincelle noire, une lueur qu'elle avait déjà vue. Elle recula, le cœur battant. Mais la bague était déjà à son doigt.